Eh bien, bonjour à tous. Nous avons le plaisir aujourd'hui de vous faire partager des parcours dans l'industrie de femmes inspirants, des femmes de poigne, de velours et de talent. On va commencer par une petite phrase d'introduction, faire un tour de table pour vous faire découvrir quels sont ces talents. Quelle est leur façon de vous inspirer? Parce qu'on est là aussi pour communiquer que l'industrie au féminin, c'est chouette, quoi. On va avoir aussi certainement des jeunes qui se posent des questions. Donc ce qu'on aimerait aussi avoir, au-delà de vous proposer des conseils, c'est aussi que vous nous posiez des questions. Et on se fera un plaisir d'y répondre. Donc on va commencer ce tour de table. Erasmia, je vais avoir le plaisir de te laisser parler en premier et découvrir justement déjà une industrie multiple. C'est aussi les messages qu'on a envie de faire passer. Bonjour à tous, merci Carole pour cette invitation et cette introduction très flatteuse. Alors moi je suis Erasmia Dupanloup, déléguée générale de Minalogic. Minalogic, c'est le pôle de compétitivité du numérique en Auvergne-Rhône-Alpes au service des enjeux d'industrialisation, et vous voyez, on est au bon endroit là, aux enjeux de souveraineté nationale et de décarbonation. Alors nous, ce qu'on fait à Minalogic, c'est on fédère les entreprises autour du numérique pour les faire grandir par l'innovation dans le numérique. Et comme vous imaginez, le numérique est très diffusant dans tous les marchés. Donc on a chez nous des entreprises très multiples dans tous les marchés applicatifs. Et on couvre une chaîne de valeur assez grande qui va du fournisseur de briques technologiques jusqu'à l'intégrateur de technologies, en passant par les entreprises qui fournissent des services ou des produits technologiques. D'ailleurs, autour de moi, la quasi-totalité des personnes qui sont là représentent des entreprises adhérentes de Minalogic. Ou des futurs adhérents. Ou très bien vu. Carole, elle est exceptionnelle. Donc voilà. Eh bien, on va découvrir aussi. Par contre, tu as dit que tu étais secrétaire générale. Hein, parce qu'il faut aussi parler de son poste. On parle de l'entreprise, mais on est là aussi pour parler de soi. Oui, alors le titre, c'est déléguée générale ou directrice générale du pôle de compétitivité. Bravo, madame. Voilà. Eh bien, bonjour à tous. Moi, je suis directrice des ressources humaines de la société POMA, donc transport par câble, très implantée sur le bassin grenoblois, bien évidemment, entreprise historique. 1300, 1500 salariés de par le monde, donc spécialistes dans le téléphérique, télécabine, funiculaire, mais aussi des produits qu'on n'imagine pas, comme la grande roue de Dubaï, le métro de l'aéroport de l'Égypte. Donc des choses qu'on sait faire et qui ne parlent peut-être pas au public en disant « Tiens, c'est une société iséroise qui est à l'initiative de ces produits ». Merci pour cette table ronde. Donc effectivement, on parlera de plutôt la jante féminine dans le monde industriel. Et personnellement, j'ai un parcours dans beaucoup d'industries françaises et aussi internationales. Donc je pourrais également partager là-dessus. Merci. Astrid, à toi. Merci, bonjour. Donc Astrid Rousselin, moi je travaille pour la société FiDesign. Je suis associée et chargée de relations clients. FiDesign, on est une entreprise, une TPE, comparée à vous toutes, mesdames. Une TPE voironnaise, on a fêté nos 35 ans cette année. On fait du design industriel et de la conception mécanique. Donc on fait du service à l'industrie pour des grands comptes comme Schneider, Poma ou d'autres. Et on connaît plutôt les designs de ta cafetière. Exactement. Et ta vous avez dû voir effectivement les designs de nos machines pour Nespresso et pour Specialty. Donc sur machine à café, machine à thé. C'est effectivement les produits les plus visibles qu'on a vus en pub à la télé. Donc nous, c'était un petit peu... la période un peu dingue à l'agence de voir Georges Clooney faire les pubs de nos machines. Ouais. What else? On avait atteint quelque chose, mais voilà. Nos clients, ça reste quand même des industriels sur des produits beaucoup plus complexes, on va dire, qu'une machine à café avec des contraintes beaucoup plus lourdes. Et moi,
l'industrie et l'entrepreneuriat, je suis tombée dedans quand j'étais petite, puisque la société a été créée par mon père il y a 35 ans. Mais pour le coup, je ne me prédestinais pas forcément à ça, puisque j'ai fait une première partie de ma carrière pendant plus de 10 ans dans l'hôtellerie de luxe. On va le découvrir. Et voilà. Et après, on se dit, tiens, rentrer au bercail. Voilà. On va pouvoir faire la connaissance aussi d'Ekaterina qui est à côté de moi et on reviendra sur les parcours de chacune. Bonjour à tous. Donc, je m'appelle Ekaterina Shilova. Je suis la fondatrice et le PDG de start-up Agelis. En fait, c'est une jeune entreprise innovante qui vient de fêter ses 10 ans. Et nous développons une nouvelle génération de matériaux pour extraction de micropolluants à partir des déchets industriels. Et je suis également la présidente de l'entreprise qui s'appelle Agelchim. C'est la co-entreprise entre Agelchim et Chemirec. Et notre but, c'est mettre ces innovations, ces matériaux innovants dans des colonnes pour pouvoir extraire les micropolluants invisibles à partir des déchets industriels et proposer cet outil clé en main aux industriels. Merci. Marie. Bonjour à tous, Marie Arnaud, donc je travaille chez Schneider Electric, merci de l'avoir mentionné. Donc Schneider Electric, c'est un leader dans le monde de la distribution électrique et de l'automatisme pour aider en fait à une meilleure gestion des ressources énergétiques. Et moi, mon job dans tout ça, c'est d'être responsable offre et lancement de nouvelles cellules moyenne tension qu'on lance sur le marché sans gaz fluoré, donc sans SF6, qui sont commercialisés sous le nom de R7. Et donc, je m'occupe de leur lancement sur le territoire français. Ça fait 6 ans maintenant que je suis chez Schneider Electric, enfin dans 1 mois bientôt. Ça a été mon premier job que j'ai commencé donc chez Schneider Electric. Pas bougé pour l'instant d'entreprise et je compte y rester parce que je me régale. Je suis passionnée par ce que je fais et par la proposition de valeur qu'on apporte sur le marché, qu'on délivre à nos clients. Et c'est un plaisir pour moi de participer à cette table ronde. Je suis basée à Lyon, donc pas très loin de Grenoble. Donc voilà, un plaisir d'être là. Bah écoute, merci Marie, parce qu'on voit déjà qu'on commence à teaser tout le monde sur qu'est-ce qui nous fait vibrer, qu'est-ce qui nous passionne. Moi, je vais juste vous dire que je ne suis pas conférencière habituellement. Je suis responsable donc relations publiques pour le groupe Chemirec. Donc le groupe, c'est une histoire familiale qui est très ancienne maintenant parce qu'elle a plus de 65 ans sur l'environnement et la collecte, la gestion et la valorisation des déchets. Une entreprise franco-française et familiale. Et donc, je suis fière d'être venue avec mon coq rouge, on va dire, ma start-up. Parce que là, j'ai voulu aussi, autour de cette table, et merci Martine et merci Gel, de nous laisser nous exprimer, nous les femmes dans l'industrie. Parce que l'industrie, elle est vraiment représentative ici, puisqu'on a la dimension start-up, hein. On a la dimension recherche-développement, on a la dimension pôle de compétitivité, on a la dimension RH, et puis on a la dimension aussi de génération future pour filles. Et on va parler justement maintenant de chacune. Comment l'histoire a commencé ? Qui a envie de commencer justement ? Comment l'histoire a commencé ? Votre parcours, les filles. Allez, t'as le micro alors. J'ai le micro. Alors comme je le disais, moi je suis tombée dedans quand j'étais toute petite puisque la société elle a été créée par mon papa il y a 35 ans, l'année de ma naissance au passage, 2 beaux bébés dans la même année. Donc mon papa il est designer industriel, il a créé sa société parce que pour lui c'était le meilleur moyen de pouvoir mener de front sa carrière professionnelle et sa vie de famille. J'ai toujours senti que l'entrepreneuriat, c'était quelque chose qui me parlait. Mais moi, ce n'était pas l'industrie, mon métier de cœur, puisque très vite, je me suis dirigée vers l'hôtellerie de luxe, même si j'ai fait un bac S au grand désarroi de mes profs qui m'ont dit « Mais pourquoi tu vas te gâcher en hôtellerie ?» Parce que j'ai envie. Voilà. Donc j'ai fait ma carrière dans l'hôtellerie, donc sur des postes à responsabilité très rapidement en France et à l'étranger. Et puis, au bout de 10 ans dans ce domaine-là, puisque je voyageais énormément, s'est posé la question avec mon joint de se dire il y a un moment, il va peut-être falloir qu'on se pose. Donc, on arrête une saison. Et puis, c'est à une époque où la société de mon papa n'a pas de commercial. Le meilleur commercial, ça a toujours été lui, mais ça lui demande du temps en plus de tout le reste.
Et donc, je lui dis, il y a Global Industries dans 2 mois. Je connais à peu près l'historique de la société, à peu près les produits. Vas-y, je te tiens le stand. Et donc, ça démarre comme ça sur une mission extrêmement spécifique il y a 8 ans de ça. Donc, tu es chez toi ici. Complètement. Puisque Complètement. le CPEP, c'est CGL le global Event. en région. Exactement. Et pour le coup, je suis restée. Donc le gros avantage, c'est que j'ai jamais été forcée à rejoindre l'aventure familiale. Que parce qu'on l'a voulu, mon frère aussi a rejoint la société un peu pareil par un concours de circonstances. Donc on se retrouve vraiment en famille. On est rentrés associés il y a 4 ans tous les deux, donc avec notre papa. Et c'est vrai que moi, le domaine de l'industrie, je l'avais touché du doigt par l'expérience de mes parents, mais je l'ai vécu depuis 8 ans. En termes de place de la femme, je me sens plus à l'aise que dans l'hôtellerie, et pourtant. Mais c'est vrai que ça n'a jamais été un sujet pour moi d'être femme dans l'industrie. C'était peut-être plus compliqué d'être fille d'eux, d'aller prouver. C'est ça, c'est ça. Là, on va passer, tu vois, on les laisse en suspense. En suspense. Et on va repasser donc à Pascal pour nous dire un petit peu son long parcours, parce que j'ai eu le temps quand même de discuter avec ces dames. Et puis, moi, j'ai découvert quand même des femmes au parcours assez passionnant, parce que ce sont des exploratrices. Ce sont des découvreuses. Elles n'ont pas hésité une seule seconde à partir à l'étranger pour acquérir des compétences, pour goûter autre chose, ou pour continuer dans l'industrie, puisque on va voir, on a Astrid qui est passée par la case hôtellerie, mais c'est une industrie aussi différente, mais le tourisme, c'est une industrie. Et donc avec toi, Pascal, on a une autre histoire, une pure histoire d'industrie, mais d'industries multiples. Merci. Oui, alors moi je suis aussi un petit peu tombée dedans puisque je viens de la Maurienne, et la Maurienne en Savoie était un bassin d'industrie, notamment avec Péchinet. Et toute ma famille a travaillé chez Péchinet, et moi-même j'ai commencé ma carrière chez Péchinet. Et vous allez me dire, oui mais vous êtes DRH, mais pourquoi l'industrie ? Et ben en fait, je dirais que c'est aussi parce que j'ai eu cette opportunité. Et j'ai pu également participer au démarrage, enfin la construction et au démarrage de la dernière usine Péchinet en France, qui s'appelait à l'époque Aluminium Dunkerque, qui est toujours qui est toujours active, qui fonctionne toujours très bien, mais sous un autre nom et avec d'autres partenaires. Bref, mon parcours a toujours été donc Péchinet, Alcan, Rio Tinto, General Electric, en France et à l'étranger, puisque j'ai eu la chance de faire de belles découvertes. J'ai vécu 2 ans en Australie, 2 ans à Montréal, et j'avais aussi des fonctions qui me permettaient de voyager beaucoup, mais toujours dans l'industrie. Et la vie m'a aussi permis de faire 2 ans dans la fonction publique territoriale. Et là, au bout d'1 an et demi, j'ai dit non, c'est pas pour moi. Je reviens, même si, voilà, c'est vraiment, c'est pas un stéréotype, mais c'était en moi, et j'ai voulu revenir dans l'industrie. Donc, un DRH peut avoir plein de métiers, peut avoir plein d'industries, mais en tous les cas, la mienne, ça reste l'industrie la priorité. Et j'espère bien finir ma carrière dans l'industrie. Qu'on te souhaite longue la carrière. Ok, alors moi je suis tombée un petit peu par hasard dans l'industrie, parce qu'en fait j'avais des bons résultats en maths, en physique, et en fait on m'a dit ben voilà, c'est la voie à prendre. Je me suis pas posé de questions. J'ai eu mon diplôme d'ingénieur, et j'ai fait une carrière internationale en France et principalement aux États-Unis. J'ai travaillé pour un laboratoire de recherche, pour une start-up, pour un grand groupe. Et puis je me suis rendu compte que, en faisant comme un peu d'introspection, que j'aimais certes la technologie, c'était passionnant, et en fait j'aimais encore plus l'autre, l'humain. Et quelque part, j'ai combiné le meilleur des 2 mondes. J'ai combiné mon background technologique avec ma très grande envie d'interagir avec les autres, d'aider les autres, de jouer le rôle de facilitateur. Et
quel meilleur endroit que Minalogic pour faire ce genre de choses. Et je vous avoue que je souhaite à tous les jeunes, et d'ailleurs à tout le monde, de se lever le matin avec tant d'énergie. Je me lève à 5h30 pour être au travail très très tôt, bon, parce qu'il y a des bouchons aussi avant, mais quand même, Ne dis pas tout parce que tu as découragé les plus jeunes. D'accord, ok. Mais en tous les cas, je crois qu'on peut dire que je suis passionnée par ce travail. Et il faut C'est encore un dénominateur de ces dames. Ce sont des passionnés. Donc quand on est passionné, on en a convenu toutes. Il n'y a pas de montre. Non, il n'y a pas de montre et il y a surtout beaucoup de plaisir. Obligatoirement. Autrement, ça ne sert à rien. Marie, à toi. Allô, ouais. Du coup, moi, je me suis lancée dans l'industrie un peu par opportunité, parce que ce que je cherchais quand je suis sortie d'études, c'est de travailler pour une entreprise qui porte des valeurs, qui travaille sur une nouvelle technologie, qui puisse apporter quelque chose, entre gros guillemets, et de manière assez vulgarisée, quelque chose de bon au monde. Donc, quand j'ai terminé mes études, où j'ai fait du commerce international, de l'économie appliquée, spécialisation en veille stratégique, j'ai regardé un petit peu toutes les opportunités qui s'offraient à moi et j'ai recherché principalement dans le domaine de l'énergie parce que je savais que c'était un des enjeux majeurs pour notre siècle et donc où là il y avait encore beaucoup de recherche, beaucoup d'innovation sur le sujet, et beaucoup à apporter et un secteur qui allait profondément évoluer. Et là j'ai trouvé une entreprise, une opportunité qui a répondu à ces attentes et c'est pour ça que je me suis lancée dans le monde industriel. Et juste pour rebondir aussi sur ce que tu disais, sur la partie fille 2, etc., la problématique à laquelle je me suis confrontée, qui n'était pas aussi non plus une question de genre, je ne l'ai pas eu de temps en temps, mais pas de manière très souvent. Et ce qui a été plus perturbant, c'est l'âge. C'est la crédibilité à chercher, à affirmer avec l'âge. Et quand on est jeune, la vision des gens, ça n'a pas été forcément c'est une femme, mais c'est surtout c'est une jeune et elle a beaucoup à prouver. Et c'est là que c'était compliqué. Ouais, parce qu'en plus, tu es quand même partie aussi à l'étranger et parce que tu avais envie de réfléchir, tu t'es accordé quand même une année sabbatique pour faire aussi le point, mais à l'étranger aussi. Et c'est encore voilà, on défriche. On prend le temps de réfléchir et se poser des questions existentielles. Qu'est-ce qui me motive? Qu'est-ce qui me fait lever le matin? Qu'est-ce qui me fait vibrer? Exactement, parce que je pense que c'est important d'essayer en tout cas de se donner les moyens au maximum, même si c'est compliqué, si c'est difficile et que c'est pas tous les jours joyeux, d'essayer d'aller, de s'orienter au maximum vers quelque chose qui nous plaît et qui nous anime réellement, pour se lever, comme tu le disais, tous les matins, pas de bonne humeur à 5h30, à 5h30, non, je suis pas de bonne humeur, mais au moins avec l'envie, quoi. L'envie, c'est clé. Non, mais par contre, on peut... On n'est pas tous du matin. Voilà, on peut faire ça le soir aussi, et le soir et le matin aussi. À toi, Oui, le soir et le matin, c'est mon cas un peu, puisque j'ai le laboratoire chez moi même, parce que je suis réellement passionnée par les synthèses organiques, par la chimie organique. En fait, les histoires de toutes mes entreprises, Agelis, c'est mon troisième entreprise, et l'histoire d'Agelis a commencé par la passion de chimie et aussi pour la passion pour créer les outils de protection des personnels des usines industrielles. En effet, mes parents, ils ont travaillé dans le domaine nucléaire. Et mon idée, c'était faire les recherches appliquées pour créer les outils de gestion des accidents industriels. Donc, nous avons créé une série de fibres et filtres qui peuvent extraire très rapidement les radionucléides. C'était le premier set de matériaux. Alors, pour ces recherches, je suis atterrie à l'Université Paris-Sud et à Commissariat d'énergie atomique à Saclay. C'était en 2009. Et c'est là où j'ai rencontré mes deux futurs cofondateurs. Les premiers 2 ans, nous avons fait les recherches, on a créé le premier set de matériaux pour le nucléaire. Et après, nous avons rapidement compris qu'on peut leur modifier légèrement pour qu'ils peuvent répondre aux autres problématiques. Traitement de déchets industriels pour recycler les métaux, comme par exemple l'or, palladium, argent. Et nous avons créé aussi les matériaux pour extraction de terres rares.
et nous avons remporté le concours mondial d'innovation en 2014 pour ces matériaux et c'est comme ça Agelis a été lancé. Ensuite, de nombreuses années des incertitudes d'application de ces matériaux, nous avons créé nous-mêmes la petite installation et là maintenant pour grandir l'échelle, nous avons organisé la collaboration et merci à Chimérique pour nous accueillir. Aujourd'hui, notre but, c'est juste grandir l'échelle. En fait, Agelchim, c'est une sorte de scale-up. Voilà. C'est-à-dire, comme dirait Nicolas Dufour, qu'on a réussi à mettre le rouge dans le bleu. Nous, on était déjà un petit peu installés. Et donc, on s'est dit, mais elle est vachement intéressante, cette fille. Et ce qu'elle fait, mais c'est extraordinaire. Et voilà, on essaye de lui laisser de l'espace pour pouvoir grandir. Et moi, je suis fière de l'avoir à mes côtés. Rouge, bleu et verte, puisqu'on travaille dans l'environnement. Parce que là, comme ça, on collecte réellement pratiquement toutes les couleurs. On va continuer sur le côté, justement, je garde le micro, Ekaterina. Tu m'as parlé justement, parce que là on était en train de sur nos parcours. Et toi, tu m'as révélé quand même des choses. Qu'est-ce qui t'a amené dans l'industrie? Qu'est-ce qui t'a fait vibrer? Tu m'as parlé d'un mentor. Tu avais eu un mentor qui t'a fait amener à chercher là-dedans. En plus, tu peux aussi dire que tu as eu le prix du Global Industrie cette année, remis par Nicolas Dufour. Tu peux aussi nous parler de ta marraine un petit peu aussi, celle qui t'a suivi, qui a cru en toi, qui est une marraine célèbre. Oui, tout à fait. La commission de concours mondial d'innovation, en fait, c'est après l'année 2014, après les rencontres, que la commission de ce concours a rencontré notre dossier. Aujourd'hui, j'ai une marraine scientifique et en fait, c'est Claudie Ignoré qui m'a très bien aidé de me sentir bien au démarrage de cette histoire. Les histoires de femmes, ce sont des histoires de rencontres. On a encore un exemple aussi aujourd'hui. C'est une belle rencontre entre nous. Ouais. Claudie Ignoré, pour moi, c'était un réel exemple parce qu'elle c'est une femme cosmonaute, elle a piloté les travaux de recherche dans l'espace. Je ne sais pas ce qu'on peut imaginer encore plus compliqué que ça, parce que ça demande, l'organisation physique, intellectuelle. Elle possède plusieurs compétences et une énorme résistance. Et c'est vrai qu'elle m'a beaucoup inspirée au début de cette histoire. Et ce qui ta motivation profonde que tu m'as avouée, tu m'as dit, moi je fais ça, c'est pour aider l'humanité. Protéger l'espèce humaine, on va dire comme ça. Voilà. Protéger les gens. En fait, les outils de protection, puisqu'aujourd'hui on dispose de toute une palette des outils de protection, commençant par les filtres, mais également des masques, des vêtements protectrices. L'idée, c'est permettre de faire les opérations industrielles sans se blesser. Voilà. C'est super. Astrid, on va revenir vers toi parce qu'on veut savoir maintenant qu'est-ce qui t'a fait quitter l'hôtellerie et qu'est-ce que tu as trouvé justement à revenir vers un monde que tu connaissais avec tes yeux d'enfant. C'est ça. Et qu'est-ce que tu as rencontré dans l'entreprise de ton papa, puisque maintenant tu es dedans. Et ça fait un petit bout de temps déjà. Complètement. Alors l'hôtellerie, c'était mon métier de cœur, mais effectivement, des rencontres dans ce domaine-là m'ont amené à beaucoup voyager, à beaucoup changer. Je faisais pas mal de saisons en France, à l'étranger, etc. Hyper enrichissant, hyper motivant. La gestion d'équipe sur une période de 6 à 9 mois, ça n'a rien à voir avec des postes à l'année, donc c'était vraiment extrêmement épanouissant. Il y a un moment, on a quand même envie de se poser, d'acheter une maison, de fonder une famille. Et dans ce domaine-là de l'hôtellerie saisonnière, c'est un peu compliqué. Et donc même si on a eu des opportunités, on n'y trouvait pas notre compte, il manquait quelque chose. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on décide de faire une pause de 6 mois dans notre vie effrénée de saisonnier. Et je donne un coup de main à mon papa. Et donc, je redécouvre l'industrie avec mes yeux d'adulte. Et c'est vrai que déjà, il y a quelque chose qui me frappe, c'est ces valeurs. Puisque l'industrie, on est vraiment sur de la production de valeur, la production de choses, sur de l'innovation, sur de la recherche, sur ensuite quelque chose qui peut finir dans nos maisons, dans nos vies, alors que l'hôtellerie, bon, hormis l'emplacement... Tu nous vends du rêve, quoi.
Voilà, hormis l'emplacement, on est au bord d'une plage, on est en station de ski et on a un magnifique bâtiment avec des architectes qui ont mis toute leur énergie et c'est super. Mais il y a moins ce côté valeur. Et c'est quelque chose que j'ai trouvé dans l'industrie. Et puis très vite, je suis impliquée dans des réseaux d'entreprises avec Minalogic en pôle de compétitivité, avec l'UNIRV sur le pays voironnais, dont Pascal est aussi administratrice. Et c'est vrai que voilà, je croise des industriels, on visite des entreprises et je suis ébahie par le savoir-faire et toutes ces entreprises qui sont leaders sur un marché de niche et dont on n'a pas idée que c'est fait chez nous, c'est fait juste là. Vous avez des toutes petites entreprises sur vos reps, elles font des pièces qui vont dans les satellites, d'autres qui vont sur des fusées. Et là, je retrouve un peu toutes les gouttes de sueur que mon papa a mis dans l'entreprise, où voilà, une machine Nespresso, en fait, elle a été pensée là, à Voiron. Donc voilà, c'est plutôt chouette. Et le gros avantage, c'est qu'on est généraliste, donc on travaille dans énormément de domaines et on retrouve comme ça des fois, ah bah tiens, ça c'est un client, ah bah tiens, oh j'aurais pas cru. Et c'est vrai que c'est ce côté sens et valeurs, parce qu'effectivement, on passe beaucoup de nos journées à travailler, même si tout le monde n'est peut-être pas aussi hardworking girls que nous, mais voilà. S'il n'y a pas de sens, s'il n'y a pas de plaisir, c'est long. Les journées sont longues. Ça, tu vois, voilà. Les journées peuvent être très très longues. C'est pas notre cas. Elles sont longues, mais pas parce qu'on s'ennuie. Exactement, ouais. Pascal, tu peux nous partager un peu justement c'est ce côté, ces valeurs. Qu'est-ce qui te fait vibrer au quotidien ? Alors, bon, forcément, moi, je suis en DRH, donc l'humain, tu es quand même au cœur de mon quotidien. Voilà, je suis pas autour d'une machine, mais en tous les cas, moi, ce que j'apprécie, c'est l'humain, c'est aussi la sécurité, c'est-à-dire vraiment porter attention quand on vient au travail, enfin, tout salarié qui vient au travail doit repartir en bonne santé mentale et physique. Donc ça, c'est hyper important pour les industriels, il ne faut pas l'oublier. Et puis, ce que moi, je fais de plus en plus, c'est de me tourner justement, d'où la table ronde d'aujourd'hui, vers l'engagement pour les jeunes, et notamment les jeunes femmes. Poma vient de signer on est en cours de signature de partenariat avec des écoles. On a signé jeudi un partenariat avec l'école Ferdinand Buisson à Voiron, qui est un des lycées très très renommés en technologie et où il y a également des jeunes femmes. Donc pour qu'on puisse les accueillir en stage, en alternance, etc. Et on fait de notre mieux pour à compétences égales, bien évidemment, pour embaucher des femmes sur des métiers qui, chez nous, sont plutôt à étiquette masculine. C'est vrai que c'est la première fois qu'on nomme qu'il y a une différence entre l'industrie au féminin. On l'a même pas abordé le sujet. Parce que pour nous, il n'y en a pas. On n'a pas le temps de passer à ça, entre la différence entre les hommes et les femmes. On n'y a pas réfléchi à la base. Oui, mais elle existe. On est d'accord, c'est pour ça que je voulais y revenir un petit peu. Elle existe et moi j'ai un certain nombre d'années de pratique dans l'industrie. Les codes ont changé, on accueille de plus en plus de femmes en candidates, quel que soit l'âge, mais en tous les cas, il faut encore aller auprès des écoles pour faire connaître le métier de l'industrie, et notamment ouvrir les chakras, si je peux m'exprimer comme ça, mais en tous les cas, dire au collège, à partir du collège et même peut-être à partir de la fin de la primaire, que les métiers dans l'orientation, les femmes ont toute leur place dans l'industrie. Nous, on a des chefs de projet, des informaticiennes, voilà. Donc il faut aussi écouter son cœur quand on fait de l'orientation. Et c'est difficile à dire parce que les jeunes, quand ils ont 15, 16 ans, ils ne savent pas trop. Mais en tous les cas, c'est pour ça qu'il faut être présent aussi sur des forums comme aujourd'hui, pour faire parler nos industries et nos industries françaises. Vas-y, Rasmila, complète un petit peu les dires de Pascal.
En fait, je voulais revenir sur ce qu'a dit Astrid. Moi, je suis aussi émerveillée par la richesse de notre territoire. C'est le premier territoire industriel de France. Et c'est fou, d'ailleurs, la variété d'industries qu'on a dans des domaines très variés. Et comme le disait Astrid, on se dit, tiens, mais c'est ici que ça se passe, c'est ici que ça a été produit, c'est juste fabuleux. Et c'est vrai que moi, j'ai quand même passé 12 ans là chez Minalogic. J'ai eu l'opportunité de visiter quelques industries. Et donc, je suis comme un enfant dans un magasin de bonbons quand je vais faire une visite d'une industrie. Et bon, je prends l'exemple du semi-conducteur, bien évidemment, parce qu'à Minalogic, on le connaît bien, c'est un sujet important, hein, un cœur historique, le semi-conducteur. Et je suis toujours aussi émerveillée après tant d'années qu'à partir du sable, on arrive à créer des circuits intégrés en passant par des process très sophistiqués et qui m'enchantent encore aujourd'hui. Et je voulais aussi mentionner les PME industrielles. J'ai une très, très grande admiration pour les dirigeants de ces PME. Ils ont du courage, de la résilience, de la créativité, de l'abnégation et franchement, de l'engagement, bien évidemment. Et chapeau bas, voilà. Non, mais je te rejoins, on se rejoint toutes finalement. C'est-à-dire que l'industrie, c'est vraiment pas à la base les images qu'on a dans la tête. On découvre finalement, quand on commence à rentrer dans l'industrie, un monde magique. Parce que, tiens, effectivement, c'est de l'industrie. Ah ouais, même le tourisme, c'est de l'industrie. Mais ça peut être l'industrie chimique. La chimie, elle est partout dans nos vies tous les jours. Sans chimie, il n'y aurait pas de colle, il n'y aurait pas de shampoing. Enfin, c'est l'âge de pierre. Il n'y aurait pas de téléphone. Il y aurait quoi sans industrie? C'est une question aussi qu'on peut se poser et qui a tout à découvrir pour les jeunes femmes qui auraient envie d'ouvrir un monde magique, de s'ouvrir un monde plein d'opportunités diverses et variées, comme cette variété qu'on a autour de la table. On a une partie donc start-up, on a une partie également sous-traitant, prestataire de services pour l'industrie. Donc même au sein de l'industrie, des pôles de compétitivité. Donc on a des choses très diverses. Et c'est cette diversité qui fait que même si à la base vous n'êtes pas une scientifique, mais par exemple vous avez un modèle plutôt créatif, vous pouvez rentrer dans l'industrie. Vas-y Marie, j'allais justement te donner la parole. Non mais c'est très bien. N'éteins plus le micro, c'est en haut. Voilà. Et aussi, si je peux me permettre de rajouter, parce que c'est vrai que l'industrie, on a tendance, quand on pense à l'industrie, à ce vieux dinosaure, enfin, je veux dire, un système, une grosse machine qui a beaucoup de mal à évoluer et qu'on aurait du mal à faire potentiellement bouger. Et le monde industriel, il a été... Alors là, je parle avec la petite expérience que j'ai, et de tout ce que j'ai entendu de mes collègues. Mais c'est un monde qui a fondamentalement évolué drastiquement sur les 50 dernières années, que ce soit sur la partie mécanique, ensuite sur la partie automatisme. Et là, maintenant, c'est la digitalisation qui arrive à plein nez. Enfin, voilà quoi, il y a du mouvement. C'est pas ce vieux dinosaure qu'on voit qui bouge pas, qui évolue pas, où il se passe pas grand-chose. Non, c'est un monde qui est riche d'innovation, où il y a beaucoup à apprendre. C'est international. C'est ça qui est super aussi intéressant, c'est que ça s'enrichit de toutes les innovations au niveau France, au niveau Europe, au niveau monde. Et c'est ça qui est intéressant aussi dans le monde industriel et ce qu'il nous apporte. Et elle s'enrichit également de nos expériences au féminin, dans des postes quand même, des postes clés, des entreprises. Et ça, c'est bigrement intéressant. Pour rappel, on est quand même dans la semaine de l'industrie. Beaucoup de postes justement sur la prise de parole de dirigeants, de jeunes dirigeantes. Et ça, c'est une avancée. Parce qu'effectivement, on était quand même, il n'y a pas si longtemps, dans un monde un peu poussiéreux, un peu plus masculin, ou même peut-être justement par peur ou par méconnaissance de cette industrie, où en tant que femme, on n'osait pas aller parce qu'on se disait, mais moi, je ne vais pas serrer des boulons, je ne vais pas faire des machines, je ne sens pas ma place là.
alors que là maintenant le champ des possibles est tellement large et tellement vaste, et on est dans une industrie, un monde qui avance, la technologie avance beaucoup. Chez Minalogic, c'est aussi du quantique, l'IA. C'est énorme parce que là, on est dans une industrie du futur. Donc, venez découvrir, osez, questionnez-nous. Ça, c'est la prochaine partie. On va compléter avec toi, Ekaterina, sur les propos qu'on vient de partager ensemble. En fait, il y avait trop de sujets d'aborder. Ah oui, il y a beaucoup de sujets. J'essaie de choisir. Concernant des passions, concernant d'applications, concernant des fils rouges qui nous guident pour pouvoir traverser toutes les difficultés que peut rencontrer une femme à l'entrée en milieu industriel, d'ailleurs femme ou homme. Il faut choisir réellement, je pense qu'il faut choisir quelque chose qu'on aime réellement faire. Parce qu'en effet, il y a plein de difficultés et en effet, si on est très très passionné parce qu'on fait de telle manière qu'on ne voit plus les heures passer, voilà, ça permet de traverser toutes les difficultés sans problème. Et après, il faut également se souvenir que quand on prend le nouveau challenge, ça peut faire peur et c'est normal. C'est tout le monde qui sont comme ça. Voilà. Et donc, du coup, notamment la passion, la grande passion, c'est ça qui va permettre de traverser ça aussi. Alors, est-ce que tu peux justement, je rebondis sur le côté challenge, quel est ton plus grand défi, celui que tu es le plus fier de toi, que tu as eu à traverser? Oui, il y a plein. Bah, ouais, mais comme ça, que tu dis, ouais, victoire, Eureka, j'ai trouvé. Nous, en de toute dernière, nous avons réussi à installer la collaboration avec Chimérec. C'est pas facile pour les startups pour accrocher les grands groupes. Non, je suis sérieuse. Alors, c'est pas facile, mais quand on a justement un président chez Chimérec comme Jean, c'est un visionnaire, c'est un homme qui fait confiance. C'est-à-dire, bon, il y a eu un match, il ne s'est pas posé question pendant 107 ans. Ça a collé. C'est vrai. Et il y a une grande confiance entre les deux. Ça a collé tout de suite parce qu'en effet, je pense que aussi nous avons senti la direction commune qu'on va prendre. Et il y a parfois les choses, ils ne se discutent même pas, ils sont juste comme ça dans l'air, ils sont intuitivement compréhensibles par les deux côtés. Je pense que c'est ça ce qui s'est passé. En fait, au départ, on s'est rencontrés également avec le directeur d'innovation, Johan Daniel, et en fait, la même chose, la direction du courant est passée très vite. Et en fait, pour une start-up, c'est pas évident. On a le choix, faire le levée de fonds classique ou essayer de créer le partenariat industriel dans lequel on va voir réellement très rapidement les applications réelles et directes de nos matériaux. En fait, c'est ça que je souhaiterais. Et donc voilà, j'ai préféré cette route. Donc, ouais, merci d'être là, quoi. Moi, j'aime bien partager ma vie avec toi. Tu vois, on se fait applaudir en plus, c'est super. Pour toi, Marie, c'est quoi ton plus gros défi, un truc que tu peux te dire, ouais, là, je l'ai fait. Waouh, c'est dur comme question. Du waouh, quand même. Ouais, c'est dur comme question. On va dire les choses qui nous rendent les plus fiers. Je vais prendre la question comme ça, ce qui rend le plus fier. Et c'est quand on arrive on a une problématique parce que de production X ou Y. Il faut réagir très vite pour un projet X important et on est dans la panade, donc il va falloir bidouiller. On est dans une grosse machine. Comment on fait? Et à des fois, on est obligé du coup de faire appel à une quinzaine de personnes de départements différents, de faire des grosses réunions d'un coup, de crise, pour essayer de trouver une solution très très rapidement. Et quand on a après le client et qu'on arrive à répondre à son besoin en 2 jours et lui apporter une solution et qu'il nous dit merci, ouais, ça rend fier. On se dit qu'on a fait quelque chose. On dit qu'on a fait quelque chose. Ouais, et c'est là, ouais, on est content. Moi, je pourrais être fière pour toi, c'est par rapport à la technologie que tu portes. C'est vraiment une technologie d'avant-garde. Je pense qu'on ne mesure pas forcément dans le public le projet que tu portes actuellement. Oui, alors ça, je peux en parler pendant des heures, mais je vais faire très synthétique. Donc, je m'occupe du lancement de nouvelles cellules moyenne tension sans gaz fluoré. Il faut savoir que notre système de distribution électrique, à l'instant T, on utilise un gaz qui s'appelle le SF6, qui est un gaz ultra polluant.
Pour faire court, c'est le gaz le plus polluant qui existe au monde. Et on a développé une nouvelle technologie qui nous permet de remplacer l'utilisation du SF6 par de l'air pur. Donc, on vote pour et on va remplacer en fait les équipements et notre technologie actuelle par de l'air pur. Mon objectif à l'instant T, ma mission, c'est de lancer ce produit sur le territoire français. Donc il y a 2 sous-produits, une partie modulaire, une partie compacte. On a lancé la partie modulaire et l'année prochaine, on va lancer sur le marché français la partie compacte. Et les enjeux environnementaux portés par la valeur du produit, ils sont énormes, ils sont colossaux et c'est aussi un des challenges majeurs et qu'on est heureux de porter aussi, dont on est fiers de porter. Voilà. Voilà. Et Rasmia, tu veux voilà, tes défis, challenges, enfin voilà, là où tu te dis waouh. Oh, ouais. Les défis, il y en a beaucoup dans une carrière, mais moi je me souviens quand j'ai candidaté au poste de délégué général de Minalogic, le conseil d'administration qui m'interviewait m'a dit quel sera ton plus grand challenge? Et ma réponse a été l'équipe. Arriver à créer une équipe cohérente qui comprend où on va, la vision, qui est alignée, etc. Et aujourd'hui, je dois dire que je suis extrêmement fière de cette équipe. On a su créer ensemble les conditions pour être une équipe soudée, cohérente, qui comprend les enjeux, qui comprend la direction, qui comprend là où va le bateau. Et en période de tempête, c'est très important parce qu'on a besoin d'être tous sur le pont. Et alors, je ne dis pas, c'est un travail, comme on dit en anglais, work in progress. C'est-à-dire que, évidemment, tous les jours, on travaille à ça. Mais franchement, je dois dire que là, j'ai l'opportunité de saluer toute mon équipe et de la féliciter parce qu'ils travaillent très, très dur tous les jours pour servir un écosystème, certes, qui est juste fantastique parce que c'est un terreau tellement fertile et on voit autour de moi toutes les innovations qui émergent de cet écosystème. Donc voilà, chapeau à mon équipe et c'est un challenge pour le dirigeant et c'est un challenge pour tous les collaborateurs parce qu'au bout du compte, quel que soit le projet, c'est l'équipe qui fait la différence, c'est les hommes, c'est la façon de se parler, de communiquer, de se comprendre et d'avancer ensemble, particulièrement par temps de tempête. Voilà. Merci. Je suis un peu sèche sur la réponse pour les challenges parce qu'il y en a tellement. Tu peux en défiler plusieurs, je peux en défiler plusieurs. Alors, si je reprends pour moi, puisque je suis quand même représentante de cette société, aujourd'hui on a des vrais challenges, notamment en termes d'environnement, puisqu'en fait on essaye d'innover nos produits pour qu'ils consomment le moins d'énergie possible. Et puis de les construire avec des matériaux qui sont peut-être recyclés ou avec, voilà, pour essayer d'être le plus écologique possible. Et puis on a des challenges aussi qui sont en lien avec le RSE. Créer également beaucoup de... Tout à l'heure, je parlais de partenariats avec les écoles, mais également dans le monde plutôt RH, créer des partenariats. Et aujourd'hui, on a des mises à disposition de personnes handicapées pour les inclure dans notre entreprise et casser ces barrières avec le handicap aussi. Donc voilà. Et puis, bien évidemment, aussi toujours l'équité salariale, l'équité de traitement dans la vie quotidienne de nos salariés. Et encore une fois, parce que ça me tient beaucoup à cœur, c'est la sécurité de nos salariés. Voilà. Tu vois, tu n'étais pas toute sèche. Allez, Astrid. Alors moi, j'aurais envie d'en dire 2. Tu as dit qu'on peut en dire plusieurs. Ah oui, voilà. Vas-y, t'es chez toi. Y en a un qui est un peu plus personnel. C'est que je suis assez fière, je pense, d'avoir prouvé ma légitimité de non-industriel, débarquant, fille de papa auprès de nos équipes et auprès de nos clients. Je pense que si ça a été un sujet pour eux de dire elle est mignonne, elle débarque... la fille. Non mais voilà, elle débarque, elle a jamais vu un tournevis de sa vie, qu'est-ce qu'elle va faire pour nous? Et puis au final, on m'a gentiment dit que j'étais la meilleure commerciale de la boîte depuis très très longtemps, alors que les autres avaient un background technique. Donc voilà, ça fait toujours plaisir. Et puis l'autre, c'est plus lié à l'entreprise.
Alors c'est toujours un plaisir de travailler sur des projets clients, c'est des projets innovants, c'est extrêmement varié. Travailler pour des grands comptes, c'est assez gradient. Mais pour le coup, quand on travaille pour des entreprises qui sont à l'échelle start-up ou toutes petites, qui ont qu'une dizaine de collaborateurs et que 5-10 ans après, c'est des jolis PME, ils sont plus de 50 et ils utilisent toujours nos designs et nos conceptions. Il y en a plusieurs sur le territoire, mais je passe par exemple à Xenox, je parlais avec eux il n'y a pas très longtemps. C'est super parce qu'on a l'impression d'avoir apporté notre petite pierre à l'édifice et justement à apporter cette valeur et c'est assez... ouais, c'est chouette, ça rend fier. Ça rend fier. Ouais, moi je pense aussi donc les dénominateurs communs, c'est les valeurs, le taux d'investissement. Après, on a parlé aussi ensemble en aparté justement des valeurs que l'on trouve dans ce travail, dans l'industrie, de nos valeurs où on vise toute l'excellence. On essaye, parce que franchement la perfection n'existant pas, on essaye en toute humilité de faire de notre mieux et notre possible en ayant un taux d'investissement personnel énorme. Ouais. Je crois toutes, on avait fait le tour de table à ce niveau-là. C'est comme ça qu'on ne perd pas son temps, on ne regarde pas sa montre, on ne s'ennuie pas. À ce stade, est-ce que vous auriez des questions ? Ben, tiens, du coup, voilà. Bonjour. Bon, je m'appelle Ayane. Merci beaucoup pour votre présentation et pour votre temps. C'était vraiment très agréable de vous... Est-ce que là... Ok, super. Bonjour, je m'appelle Ayane. Je vous remercie pour votre temps et pour vos présentations. C'était vraiment très agréable de vous voir. Moi, je suis en tant que jeune femme, ça me passionne de voir des femmes qui ont déjà ont pu acquérir les compétences et aussi acquérir des pics, des montagnes de l'industrie. C'est vraiment c'est impressionnant. Et la question que je veux poser, c'est selon certaines études, par exemple études McKinsey, Women at Workplace et les autres, les projets gérés par les femmes sont souvent considérés comme plus efficaces, notamment grâce à une gestion plus humaine et collaborative. Pensez-vous que cela reflète la réalité de l'industrie et si oui, en quoi ça peut enrichir le secteur? Et la deuxième question, c'est quels changements souhaiterez-vous voir dans l'industrie pour mieux intégrer et valoriser les talents féminins afin qu'ils puissent pleinement exprimer leur potentiel? Merci beaucoup. C'est plus pour Pascal et Erasmia, je pense. Hein. Allez les filles. Voilà. Alors, sur la première, donc c'est McKinsey qui dit ça. Alors, si c'est McKinsey, donc c'est certainement vrai. Alors, je le dis. En plus, j'ai un de mes fils qui a travaillé chez McKinsey, donc voilà. Donc, il connaît bien la maison de l'intérieur. Ça ne m'étonnerait pas, donc parce que là, voilà, des affirmations, c'est difficile d'en faire, et je ne veux quand même pas froisser la jante masculine. Néanmoins, je pourrais comprendre qu'il y ait cette dimension d'empathie, de collaboratif, peut-être liée à la nature de la femme, de la femme qui, je dois le dire, depuis très jeune, on a dû jongler entre 1001 choses. Et il a fallu aller travailler, s'occuper des enfants, quand ils sont malades, appeler la nounou, le médecin, le machin, le truc, organiser pour la famille, parfois une charge mentale phénoménale. Et donc, quelque part, on est habitué à ce multiprocessing et toujours avec un esprit de bienveillance et que chacun soit bien. Et quelque part, ça doit se transposer dans le monde professionnel où on essaie, et j'en parlais moi-même dans l'équipe, tu parlais de sécurité physique et mentale. Pour moi, c'est juste fondamental dans une équipe. Et encore une fois, je reviens à ce que je disais, quel que soit le projet,
c'est les gens qui font toute la différence. Et pour qu'ils fassent la différence, ils doivent se sentir bien, ils doivent se sentir valorisés, ils doivent sentir qu'on a confiance en eux, qu'on les, je ne sais pas le mot en français, empower, donner, c'est même pas donner le pouvoir, c'est empower, donner les moyens aux personnes, je ne sais pas comment on dit, les moyens aux personnes de la confiance de se réaliser et avec tout ça, les gens, le ciel est la limite. Ils peuvent faire des merveilles, mais des merveilles. Et je vois ça dans mon équipe. Je pense à une personne en particulier qui n'avait pas nécessairement confiance en elle, alors que c'est un gisement de compétences. Et en fait, il a fallu lui donner, l'aider là-dedans, lui montrer, mais tu peux le faire, mais regarde tout ce que tu fais, etc. Et là, aujourd'hui, c'est juste une... Je lui dis, tu es une étoile montante. Donc, voilà. On a parlé plein de choses aussi. On avait parlé justement du complexe qu'on a tous eu ou qu'a traversé, le complexe de l'imposteur. Ouais, le Parce syndrome. que, voilà, après c'est des choses, il y a des plafonds de verre comme ça qu'on est amené à traverser. Après on se sent plus forte parce qu'on les a traversés et donc on peut faire comme Erasmia, accompagner. Parce qu'on a vécu ça de toute façon. Mais je pense que c'est pas forcément uniquement féminin. C'est valable. Et je reviens à une petite phrase d'une humoriste qui a dit au niveau de la charge mentale de la femme, nous on a une charge mentale des femmes avec justement notre vie familiale, les enfants, etc., qui est hyper importante. Les hommes, vous êtes en thalassothérapie. C'était pour détendre l'atmosphère. Après, Carole, si tu me permets, c'est quelque chose que vous avez commencé à aborder sur le mentor qu'a été Jean pour Ekaterina, et c'est quelque chose qu'on s'est dit, nous, plusieurs fois, c'est que la place des femmes dans l'industrie ne peut pas se faire sans les hommes. Et nous, nos places se sont faites avec eux. Voilà, moi, au sein de mon équipe, j'en ai compris le temps de m'expliquer des trucs techniques, des choses comme ça, pour justement empower un peu et m'aider à mieux faire mon travail. Et je sais que Erasmia et Pascal, c'est ce que vous nous aviez dit aussi, que... Oui, non, mais tout à fait. Moi, tu parlais du syndrome de l'imposteur, je l'ai complètement vécu. Et en réalité, ce sont des mentors et des hommes qui m'ont aidé à dépasser ce syndrome de l'imposteur. Et je trouve que c'est vraiment chouette. Voilà. Donc, on avait parlé de ce syndrome et on avait parlé également du travail sur soi. Voilà, donc comme tu veux. Tu veux compléter déjà la première partie. L'imposteur, non? Non, pas l'imposteur. En fait, peut-être oui. Je voulais remercier Ayane pour cette citation, puisque pour une femme qui dirige la start-up, c'est très encourageant d'entendre. Je ne le connaissais pas. Deuxième question, c'était où est-ce qu'elle se dirige l'industrie. En fait, je ne peux pas répondre pour toute l'industrie, mais concrètement chez Agelchim, nous avons aujourd'hui 90% l'équipe est féminine. Voilà. Donc, tout ce qu'on peut, on fait. ça dirige. Voilà. Et concernant le syndrome de l'imposteur, moi je pense que traverser ça, traverser le peur, j'ai essayé d'aborder ça un peu avant, traverser le peur un peu par la passion. On fait quelque chose qui nous passionne, ça nous fait oublier tout le reste. Et de faire chaque jour une fête un peu dans ce qu'on fait. Je vais peut-être répondre à la deuxième question, mais je l'ai déjà oubliée, je suis désolée. Ok. Alors, moi je pense qu'aujourd'hui, il y a déjà beaucoup de choses qui ont été faites depuis 20-30 ans d'industrie, voilà. Mais aujourd'hui, il faut, c'est ce que je disais tout à l'heure, il faut que les industriels puissent aller discuter avec le corps enseignant, les jeunes depuis le collège pour casser les tabous et dire venez visiter nos entreprises, venez voir ce qu'on fait et vous verrez que c'est pas, comme on disait tout à l'heure, l'industrie elle n'est pas poussiéreuse. Les femmes ont leur place dans l'industrie et notamment des places haut placées. On a de plus en plus de femmes dirigeantes, des femmes directrices générales dans des sociétés. Donc elles ont toutes leur place et on a déjà poussé des portes et il faut continuer. Mais c'est pas toujours évident, mais il faut qu'on y croit. Ça fait aussi partie de la passion et on y arrivera.
exploratrices, défricheuses. On peut avoir, vous savez, il y a les premières femmes, justement, comme Claudie Ignoret, qui a su prendre son envol. Il y en a plein d'autres. Moi, j'ai une amie qui est aussi exceptionnelle, qui s'appelle Dorine Bourneton, qui est la première femme de voltige paraplégique. Voilà, on y a vraiment, on est pugnace. Alors ça c'est clair, on ne lâche rien et on va jusqu'au bout des choses. Marie, tu voulais compléter ou on parle un petit peu du coaching, du travail sur soi et puis après on abordera le tour de table final qui va être sur plutôt les conseils qu'on peut... Coaching. Oui, le coaching, le développement personnel. Moi, enfin, je ne peux que recommander un travail personnel, un travail de développement personnel pour grandir, pour avancer pas à pas dans la vie. C'est peut-être un petit peu moins développé en France ou en Europe, peut-être que ça ne l'est aux États-Unis. Je sais personnellement, donc moi j'ai pris goût à ça, j'ai été coachée, j'ai un mentor d'ailleurs sur chaque continent. J'ai fait parce que après tout il faut prendre le meilleur de toutes les cultures et il faut certainement pas faire l'économie de ça parce qu'il y a du bon de partout et c'est vrai que ce travail de développement personnel il fait des miracles parce qu'il nous ouvre un champ des possibles qui est juste inimaginable et justement qu'on s'interdisait presque peut-être par des croyances limitantes parce qu'on en a parlé à table, le syndrome de l'imposteur, etc. Et en fait, on se rend compte qu'il y a des déblocages tout d'un coup qui apparaissent quand on fait ce chemin et quand on s'engage dans ce chemin du développement personnel et où là, tout est possible. Tout est possible, y compris pour les femmes dans l'industrie, etc. Et d'ailleurs, ça n'a pas à être l'industrie, quelle que soit l'envie d'une personne, qu'elle soit homme ou femme d'ailleurs. Ce n'est pas propre à la femme. Et je ne peux que recommander à chacun d'entre nous de s'engager sur ce chemin du développement personnel. Alors, comme on nous invite à donner les mots de la fin, on va faire un petit tour de table sur un conseil. Là, je pense que Rasmia, tu as donné le conseil justement au niveau de... On y croit, on y va. Et Katerina, allez, un conseil. Nous, concernant la passion, j'ai déjà dit plusieurs fois, important c'est garder l'équilibre dans la vie, work-life balance. Non, parce que pour effectuer son métier de rêve, il faut les forces. Donc, il ne faut pas oublier son état physique, il faut garder la bonne santé plus longtemps que possible. Pour cela, il faut faire tout ce qui est habituellement conseillé à faire. Voilà. Et deuxième conseil, pour développer l'entreprise, je pense, ça c'est plutôt peut-être, si je m'adresse à ceux qui veulent, garder les yeux, rester ouverte sur les challenges, mais aussi surtout de bien comprendre où est le monde réel et le monde imaginaire. Puisqu'en effet, parfois, on a envie d'appliquer notre technologie, mais c'est très important de distinguer les deux. Où réellement les clients nous attendent, voilà, et donc garder les pieds sur terre en français, c'est ça? Ouais. Merci. Marie? Le conseil que j'aurais à donner donc, pour replacer donc, sur le sujet de la femme, hein, c'est vraiment d'oublier le genre quand on choisit son métier, son secteur d'activité, sa voie. Et c'est pas un genre qui doit nous orienter, c'est ce qu'on veut faire, ce qu'on a envie de faire et ce qu'on peut faire. Et donc mon conseil, c'est de mettre le genre de côté dans ses choix et dans ses décisions, et aussi sur la partie management. Ça aussi, ça doit être pris en compte. Et de se laisser goûter par ses passions, surtout. En un mot, je dirais oser. Impose-toi. Oser. Oser. Mais je vais rebondir sur ce qu'a dit Pascal. Moi, j'aurais dit saisir des opportunités. Et puis, c'est probable qu'on ne fera pas le même métier toute notre vie. Donc, on a le droit de se tromper, de se réorienter. Et équilibre vie privée, vie pro, forcément, il y a des moments où on travaillera différemment, où on s'impliquera différemment. Ça n'empêche que c'est pas parce que c'est une mauvaise option ou une bonne, c'est juste que la temporalité fait qu'à un moment, faut s'adapter.
Donc soyez curieux, c'est pas un vilain défaut. Merci mesdames, merci à Martine d'avoir organisé cette conférence. J'espère à bientôt.